Bienvenue dans ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. Exceptionnellement, je suis Tom à la présentation, mais on reprend du coup nos fameux post-mortem avec un post-mortem tant attendu, hein, puisque comme vous pouvez le voir, vous pouvez le constater, j'ai avec moi Constant, Constant, grand fan du Thunder, peut-être traité de fan aigri de temps en temps, mais grand fan du Thunder qui, voilà, on attend tous on attend tous son analyse sur ce qui s'est passé du côté d'OKC et ce qui arrive à l'intersaison. On l'a pas encore entendu du côté de We Are Thunder sur ce côté-là, donc vous aurez peut-être l'exclusivité avec Constant. Constant, après, je te mets pas la pression, hein, mais comment vas-tu? Ça va, non, ouais, effectivement, je suis un peu rentré dans ma taverne après l'élimination d'OKC. Je suis parti hiberner 3 jours, je suis parti me ressourcer dans des montagnes du côté de l'Asie pour pouvoir crier. Vous savez, il y a des endroits, on appelle ça les safe zones, là où vous pouvez lâcher votre frustration, vous pouvez casser des trucs pour lâcher votre frustration. C'est ce que j'ai fait après le match 6. J'ai un peu coupé les réseaux. Non, mais très honnêtement, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce post-mortem d'OKC. Vous, chers auditeurs de Dunk Hebdo, vous voyez peut-être à la durée de l'épisode, est-ce que j'ai réussi à me retenir ou pas? Ça, vous le savez, moi je le sais pas encore au moment où on enregistre, mais voilà, je ne vais déjà pas trop m'étaler sur l'intro. C'est vrai que voilà, on est toujours un peu plus bavard lorsqu'il s'agit de son équipe de cœur, donc forcément, on a beaucoup de choses à dire, mais je vous promets que je vais essayer d'être concis et de ne pas trop m'étaler. C'est ça, donc comme vous le savez, hein, pour les post-mortem, les post-mortem vont se diviser en trois parties. La première partie où on va revenir un peu sur les playoffs du coup de l'équipe qui a été éliminée. La deuxième partie où on va déceler à peu près trois problématiques de l'été. Et la troisième partie qui va être une partie un petit peu plus libre sur un sujet qui tient à cœur, par exemple à Constant, sur le Thunder ou quelque chose qui n'est pas assez discuté selon lui. Ben, Constant, est-ce que tu as des choses à rajouter? On peut y aller? On enchaîne? Non, on peut y aller, on peut faire un petit résumé des playoffs d'OKC, hein. On peut y aller. Let's go! Non, bah alors déjà, c'est la première fois qu'on fait un post-mortem cette saison avec une équipe qui a passé un tour. Déjà, en tout cas, nous à Ouais. l'enregistrement, donc ça change. Non, OKC qui, enfin, voilà, il y a eu, si vous suivez la chaîne We Are Thunder France, il y a eu un débrief de playoff, enfin un podcast débrief de chaque match de playoff joué par le Thunder sur cette post-season. J'en ai fait 8 sur 10, donc je ne vais pas m'étaler et perdre du temps un peu inutilement, on va dire, sur le résumé des playoffs pour ensuite devoir un petit peu rusher les interrogations de la pré-saison. Toujours est-il que les playoffs du Thunder, un premier tour géré relativement facilement face aux Pélicans avec un sweep, malgré l'absence de Zion et un match 1 et un match 4 qui auraient pu basculer de l'autre côté, mais voilà, hein, avec un Shai Gilgeous-Alexander qui était moyen, on va dire que les Jalen Williams, Lou Genzort, Bien les Chet défendu. Holmgren, voilà, bien défendu aussi, mais on va dire que les Chet Holmgren, Jalen Williams et Lou Genzort avaient réussi à un petit peu prendre le lead offensif et réussir Mhm. à punir ces Pélicans. Donc premier tour très simple en tout cas, vu la faible opposition en face, beaucoup plus simple. Second tour face aux Mavs, là pour le coup, Mhm. on avait fait la preview avec Pierre. Moi, j'avais pronostiqué 4-3 OKC. Je trouvais que Ouais. OKC était une équipe mieux construite que Dallas et que les individualités qui me semblaient supérieures du côté de Dallas avec Luka Doncic ou Kyrie Irving n'allaient pas être suffisantes pour compenser tout ce qu'il y avait autour. Je suis Mhm. complètement gouré puisque c'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est le collectif de Dallas qui a réussi à battre cette équipe d'OKC. Alors OKC, c'est un petit peu tiré une balle dans le pied tout seul, hein, honnêtement, parce que voilà, OKC termine à 33% de réussite à 3 points sur la série, sachant que Ouais. OKC tire à 45% sur le game 1. Alors j'ai pas fait le calcul de tête, mais on doit être à 28-27% de réussite à 3 points du match 3 au match 6. Donc ça fait pas Puis beaucoup. c'était la meilleure équipe à l'adresse à 3 points sur la saison régulière, hein. Oui, voilà, tout à fait. Ça, t'as bien raison de le préciser. OKC était premier en adresse à 3 points sur la saison régulière, avait bien tiré face aux Pélicans, mais voilà, toujours est-il que cette équipe de Dallas a parfaitement réussi à exploiter les faiblesses d'OKC, la taille, le rebond offensif, certaines situations de trap ou de double team qui étaient un petit peu exagérées du côté du Thunder, là où OKC n'a pas su se dépatouiller du manque de respect accordé à certains shooters de Casey, même des shooters à très bon pourcentage, hein, que ce soit les Aaron Wiggins, les Cason Wallace, les Isaiah Joe, les Mhm. Lou Dort, qui n'ont pas forcément été respectés par cette défense de Dallas, et qui a vraiment décidé de verrouiller la raquette et de fermer l'accès au drive de Casey.
qui est l'une des forces du Thunder depuis l'arrivée de Mark Daigneault au coaching. Résultat, à peu près tous les joueurs du Thunder sont passés à travers, sauf Shai Gilgeous-Alexander qui fait une série d'élite. Très honnêtement, il fait une série en termes de shot making, de capacité de sanctionner sur isolation que j'ai rarement vu chez un joueur. Je pense qu'on est sur un run au niveau de l'efficacité sur pull-up, on est sur du Devin Booker de l'an dernier, par exemple, pour vous donner un ordre de comparaison sur l'efficacité globale. Donc c'est un peu dommage de gâcher un petit peu cette série avec ce niveau de chez Gilgeous-Alexander, surtout que ça se conclut par ce match 6 où OKC mène de 16 points à Dallas et ça se termine par on va dire beaucoup de lucky shot. J'en ai parlé la dernière fois du côté de Dallas avec ce fameux tir de Derrick Jones Jr. en fin d'horloge des 24. Je pense que c'est un tir qui remettra plus jamais de sa carrière. Et les deux lancers de PJ Washington sur une faute où Shai Gilgeous-Alexander prend le ballon puis la main. 24 heures après, il y a le Game 7 entre les Pacers et les Knicks. Il se passe exactement la même chose. C'est pas sifflé faute, voilà, encore une fois, je ne critique pas l'arbitrage, mais le manque de cohérence entre un match sur l'autre, c'est quand même assez terrifiant. Mais voilà, pas mal de regrets, très honnêtement, sur cette série, parce que Luka Doncic fait pas... Les 4 premiers matchs de Luka Doncic sont pas bons du tout. Par contre, cette équipe d'OKC a montré beaucoup de failles qu'on n'attendait pas forcément avant le début de ces playoffs. Ouais. Effectivement, tu as dit pas mal de choses. On va peut-être rebondir sur certaines, notamment sur la partie du tir. On a vu que Dallas a défendu certains shooters ou certains joueurs à droit de loin comme s'ils ne l'étaient pas, ou du moins en montrant qu'ils n'avaient pas peur du volume. Et de l'autre côté, vous avez fait exactement le même pari, sauf que le pari a été perdant. Puisque voilà, on a du PJ Washington qui a puni, comme tu as pu l'expliquer aussi, sur ce fameux fadeaway là où tu sens que voilà, c'est un peu la fin. Après, chose qui est intéressante sur cette série, c'est enfin sur ces playoffs même, c'est l'identification au sein de la ligue de Shai Gilgeous-Alexander comme étant vraiment un joueur qui peut t'emmener au titre. Clairement, il a montré que voilà, c'était un joueur qui est capable de t'emmener au titre parce que il a été implacable. Il a réussi à être implacable dans ce qu'il fait. Il a transposé sa force, même si, entre guillemets, l'équipe a perdu. Peut-être que même parfois, on peut potentiellement lui reprocher peut-être un manque de volume, peut-être, hein, où voilà, on sait qu'il beaucoup de 30 points, mais peu de 50, comme effectivement, vous en avez parlé chez We Are Thunder, peu de 50, peu de 40, mais une très grosse régularité à 30. Peut-être que ça va être le prochain step pour lui. D'aller en fait un petit peu plus haut, soit en prenant un petit peu plus de 3 points, ou soit en allant encore un petit peu plus sur la ligne, puisque on sent, enfin visiblement il semble avoir déjà maximisé tout ce qui est jeu intermédiaire. Oui, ou alors en prenant un volume de tir Jalen Brunson-esque, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça, qui pourrait aussi être une option. Il y a 2 joueurs du coup qui, voilà, quand on a commencé ces playoffs, il y a 2 joueurs sur lesquels il y avait aussi un regard, le fait qu'il 2 joueurs qui allaient être scrutés, c'était J-Dub du coup, qui était le deuxième entre guillemets porteur de balle et deuxième créateur de tir, et Chet Holmgren qui ont fait des prestations plutôt encourageantes pour des deuxièmes années, mais par rapport au niveau où on les attendait. C'est-à-dire que si on prend en compte que ça fait que 2 ans qu'ils sont dans la ligue, les prestations sont quand même bonnes. Par contre, par rapport à ce qu'on attendait de ce qu'ils ont produit en saison régulière, ils ont été un petit peu en deçà des attentes, notamment J-Dub au niveau du shot making, sa capacité de création et de la façon de se dépêtrer, notamment de Kyrie Irving, et Chet Holmgren vraiment au niveau de la diversité des tirs et le volume offensif. C'est exactement ça. C'est un point, un de mes premiers points de discorde, j'ai envie de dire, avec un peu la commune d'OKC, c'est que je ne juge jamais le niveau d'un joueur en fonction de son année d'expérience. Alors, c'est pas, je dis pas que tout le monde doit faire comme moi, hein. Je comprends qu'il y ait certaines personnes qui se disent, oui, Cason Wallace, c'est un rookie, donc forcément, il a eu plus de mal à rentrer ses tirs qu'un PJ Washington, qu'un Derrick Jones Jr., qui ont un peu plus de bouteilles. Mais je ne construis mes attentes que sur le niveau que j'ai vu durant la saison régulière. Je sais que la saison régulière et les playoffs sont différents, mais selon moi, si Jalen Williams et Chet Holmgren font la série face à Dallas au niveau de ce qu'ils ont montré en saison régulière, OKC passe la série. Et je vais même envie de dire, OKC passe la série en 5, allez en 6, voire même en 5, tellement Shai Gilgeous-Alexander était absolument stellaire. Concernant Chet Holmgren, voilà, ça c'est difficile parce qu'il y a l'impact défensif. Il a joué tous les matchs, que ce soit de saison régulière, plus de post-season. On a senti. C'est très bien de le souligner, ça. C'est très bien de le souligner.
Tout à fait. On a senti sur la fin de série qu'il y avait une perte de confiance au niveau de son tir parce que Dallas sortait pas sur lui. Il y avait des tirs qui étaient systématiquement courts à 3 points. Et en plus, comme il a un release plutôt lent, enfin comme il a une mécanique de tir plutôt lente, ça faisait que Dallas lui laissait de l'espace, mais avait quand même la possibilité de venir close out assez fort sur lui, donc il pouvait pas sanctionner sur ces situations-là. Moi, c'est vraiment le Jalen Williams qui m'a le plus déçu sur cette série. Alors déjà, l'incapacité de se dépatouiller de Kyrie Irving sur des situations d'isolation, ça tu l'as mentionné, mais hormis le match 6, il y a vraiment ce sentiment de se cacher un petit peu en attaque pour Jalen Williams, qui moi m'a pas mal frustré, très honnêtement, et ça sera une de mes interrogations quand on développera, c'est comme il y a eu une problématique qui s'est posée aussi au niveau de Josh Giddey, qu'on n'a pas évoqué, mais que j'avais évoqué en long, en large et en travers avec Ben dans l'épisode Pourquoi ils gagneront pas. Josh Giddey qui a été un non-facteur sur toute la série, qui a été benché à partir du match 5. Comme tu n'as plus Josh Giddey, qui est, on va dire, ton troisième porteur de balle durant la saison régulière lorsqu'il est sur le parquet, comme ses minutes ont été réduites et qu'en plus de ça, Jalen Williams, qui est ton deuxième porteur de balle, se cache un petit peu, tu te retrouves très vite sur des rôles amplifiés pour des joueurs qui n'ont pas la carrure d'être des porteurs de balle en demi-finale de conférence, à savoir Lou Dort, Isaiah Joe, Aaron Wiggins ou Kayson Wallace. Et moi, dernière chose du coup, et après on va basculer sur la partie intersaison. Moi, quelque chose qui m'a un peu interpellé, c'est là où, par exemple, OKC jouait vraiment sa vie sur la série parce qu'il fallait absolument gagner le dernier match. On a du coup un Daigneault qui prend le pari, enfin pas le pari, mais qui décide de mettre Jalen Williams avec les 4 autres. Et voilà, on sait que voilà, quand généralement tu es dos au mur, les coachs qui vont faire, c'est qu'ils vont ils vont mettre sur le terrain les joueurs en qui ils ont le plus confiance globalement. Et moi, ça m'a surpris, en fait, que ce soit lui, parce qu'on avait souvent, est-ce que ce serait Kayson Wallace, est-ce que ce serait Isaiah Joe, est-ce que ce serait pas Kenrich Williams, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et bien là, ça a été Jalen Williams, pardon. Est-ce que toi, tu t'y attendais du coup, ou est-ce que ça t'a surpris, et est-ce que tu es, pas forcément satisfait du choix, mais où tu t'as dit que c'est peut-être dommage que ce soit lui, en fait, qui a été choisi comme 5e larron. En fait, ça m'a surpris, oui, que Jalen Williams, Jalen Williams, c'est le pivot, hein, c'est pas Jalen Williams, celui de Santa Clara qui aboie, pour ceux qui sont pas familiers avec OKC. Non, ça m'a surpris parce que Mark Daigneault a très peu utilisé cette line-up, même en saison régulière. Les seules fois où il a utilisé cette line-up en saison régulière d'associer Chet et Jalen ensemble, c'était pour défendre sur des Jokic, sur des Anthony Davis, enfin sur des gros pivots de post-up. Et là, pourquoi Mark Daigneault fait ça? C'est parce que OKC est en train de se faire détruire au rebond offensif. Ça aussi, c'est un point qu'on va beaucoup évoquer. Et là aussi, pour moi, il y a une espèce de dissonance cognitive entre ce que je vois sur le parquet et la manière dont OKC est traité au niveau des rebonds et sur les besoins qu'a OKC vis-à-vis des rebonds. Et voilà, je trouve que Mark Daigneault a tenté un petit peu d'Isaiah Joe sur le restant de la série quand il y avait des matchs serrés, notamment le match 4. Et là, il passe sur Jalen parce que Chet se fait maltraiter au rebond par un excellent Derek Lively. Le match 6 de Derek Lively est vraiment excellentissime. Sauf que ça n'a pas limité les dégâts malheureusement et ça a bouché un petit peu l'attaque du Thunder parce que Jalen Williams est un non-facteur à 3 points à partir du moment où il est dans un corner. C'est un mauvais shooter dans les corners et c'est les situations dans lesquelles il s'est retrouvé sur ce match 6, notamment dans les situations de cloche. Donc oui, ça m'a surpris que Mark Daigneault fasse confiance à Jalen sur les 3 dernières minutes de ta saison potentiellement. Mais après, voilà, pour être très honnête, je suis vraiment pas fan de Jalen Williams, de son profil défensif. Je trouve qu'il t'apporte beaucoup de problématiques que tu peux difficilement résoudre. Je pensais qu'il allait souffrir sur cette série face à Dallas. Je trouve que sa performance à série au global est correcte. Elle aurait pu être pire, largement pire que ce qu'elle a été. En tout cas, le fait de voir Daigneault faire ce choix-là, c'est peut-être un blueprint pour ce qui peut arriver, notamment à l'intersaison où Presti peut se dire potentiellement, ok, c'est avec ce type de joueur-là qu'il a fini, on va peut-être lui envoyer, on va peut-être lui donner une version survitaminée de ce qu'est Jalen Williams. Du coup, pour ça, je te propose de passer sur les 3 problématiques qu'on doit lister. Du coup, je te laisse commencer par la première. Donc, la première problématique pour toi qui est centrale autour de l'intersaison d'OKC. Qu'est-ce qu'il y a à faire en termes de priorité au niveau d'OKC à l'intersaison?
Trouver un ailier de grande taille. Pour moi, c'est la priorité des priorités. Justement, ça m'amène sur ma première dissonance cognitive que je peux voir avec OKC, c'est que je vois beaucoup, et ça, c'était déjà le cas au moment de la trade deadline. Oui, OKC est une équipe qui souffre au rebond, mais OKC ne doit pas avoir André Drummond, comme j'ai pu lire. Bobby Marks nous envoyait André Drummond, des pivots comme ça. En fait, pour moi, Chet n'est pas un poste 4 déjà. C'est pas un poste 4, donc tu peux pas mettre un Jarrett Allen, par exemple, pour citer quelques noms un peu ubuesques, j'ai envie de dire, que j'ai pu lire de ci, de là. Pour moi, c'est pas ce profil-là qu'il faut du côté d'OKC. On l'a vu sur la série face à Dallas. Alors, OKC se fait manger au rebond offensif, bien sûr. Aussi parce que avec la sortie de Josh Giddey, et ben finalement, t'as Chet, et en dessous, t'as que des mecs qui font moins de 2 mètres, et en plus de ça, des mecs qui n'ont pas un gros apport au rebond. C'est-à-dire que c'est pas Josh Hart, hein, globalement. Jalen Williams, qui est censé être le poste 4, n'est pas un gros rebondeur. C'était même Shea qui devait très souvent faire les efforts pour être ce rebondeur et amener de la protection de cercle secondaire, qui est un point que j'ai pas mentionné, mais que je cite là aussi. Protection de cercle secondaire, c'était lui qui devait prendre le rebond défensif et la protection de cercle secondaire. Donc oui, pour moi, il faut un ailier de grande taille. On a vu que sur des situations défensives, pourquoi PJ Washington et Derrick Jones Jr. se sont autant régalés? Parce qu'il y avait une vraie différence de taille entre eux et chez Gilgeous Alexander, qui était souvent le joueur qui venait défendre sur ces deux individus-là. Donc ouais, pour moi, c'est déjà une problématique à régler très vite. Après, c'est vrai que pour la notion de rebond, les capacités aussi qui sont mobilisées, c'est-à-dire que quand tu joues le rebond, par exemple pour le rebond défensif, il y a beaucoup de notions de placement, de sécurisation du rebond et de coordination un peu meilleure avec le timing. Pour le rebond offensif, il y a souvent la force qui joue parce que tu peux box out un gars, mais si le mec est plus puissant que toi, il va te pousser sous le cercle et tu vas perdre ta position préférentielle. Et il y a aussi le timing, mais c'est vrai que le joueur qui est derrière, qui vient lancer, ben, il a plus de chances parfois de sécuriser le rebond. C'est pour ça que généralement, tu as un box-out qui est fait sur le joueur le plus menaçant et ensuite, tu as un autre joueur qui est, entre guillemets, libre potentiellement pour aller récupérer le rebond. C'est plus, en fait, là où le rebond défensif ressemble plus à quelque chose, entre guillemets, à faire en équipe, le rebond offensif, lui, peut plus se faire de façon individuelle en fonction du match-up. Ouais. Et notamment Lou Dort, hein, qui a pris quelques rebonds offensifs sur la série face à Dallas de pure physicalité. Et c'est vrai que défensivement, c'est un point qu'on avait souligné tout au long de la saison. Les joueurs d'OKC qui font les box-out pour aider Chet, il n'y en avait pas à tous les matchs, on va dire. Mais voilà, sur cette optique du rebond et sur cette optique de l'ailier de grande taille, j'ai toujours dit, voilà, même si Jalen Williams a été façonné durant l'intersaison 2023 pour être un peu plus trapu, un peu plus musclé, un peu plus de coffre pour pouvoir défendre justement sur ces ailiers de grande taille. On avait vu lors du play-in l'an dernier l'incapacité de pouvoir stopper Brandon Ingram avec sa taille. C'était Lou Dort qui était obligé d'être dessus, qui était obligé de le coller, donc d'amener une énorme physicalité, mais finalement il y avait un déficit de taille. Il l'a mieux tenu sur ce premier tour des playoffs 2024, mais pour moi c'est encore un problème, et c'est un problème parce que cet ailier de grande taille, c'est un profil qui est rare, qui est très rare selon moi pour OKC, dans le sens où si tu veux trouver le profil parfait, ce qu'aurait dû être Gordon Hayward, mais il fallait le Gordon Hayward de Utah, c'est-à-dire le Gordon Hayward il y a 7 ans. Donc c'est sûr que ça n'a pas fonctionné, mais si tu veux le profil un petit peu parfait, tu vas tomber soit sur des joueurs qui ne sont pas disponibles, à savoir Mikal Bridges, qui soit il est pas disponible, soit il y a une franchise du Texas qui n'est pas Dallas, qui sera très intéressée à l'idée de le récupérer, soit tu arrives sur moi un profil que j'aime beaucoup, qui est Deni Avdia, mais je suis pas sûr qu'avec la progression qu'il a pu avoir cette saison, je suis pas sûr que Washington soit très enclin à le lâcher. Et sinon, tu arrives sur des profils que tout le monde s'arrache, qui sont des joueurs ultra plug and play, mais qui sont des joueurs du DH20. C'est Kevin Durant, c'est Paul George, c'est Kevin Durant et Jason Tatum. Donc c'est sûr que j'ai du mal à vraiment cerner le profil parfait de cet ailier de grande taille à OKC que tu pourrais insérer. Pour moi, ce qui se rapproche le plus, et c'était déjà un profil que j'avais cité avant la deadline, c'est un autre joueur des Nets, mais je pense que Dorian Finney-Smith, dans cette capacité ailier de grande taille, capable de défendre sur des joueurs plus grands, tout en étant un joueur, un facteur positif, on va dire, en attaque, avec sa capacité de sanctionner à 3 points, pour moi, ça peut être une des options vers lesquelles tu peux te diriger. Sinon, ce serait la version playoff de Derrick Jones Jr. Oui, tout à fait. Oui, ou alors la version face à vous, quoi.
Ouais, ou alors, tu vois, là aussi, j'ai vu beaucoup sur les manqués d'OKC de l'intersaison. Je suis d'accord pour dire que OKC a globalement grillé une bonne cartouche cette saison, parce que Ouais. tu semblais quand même avoir la place quand tu vois que Dallas mène 2. Enfin, je sais pas le score de Dallas-Minnesota au moment où ce podcast sera publié, mais au moment où on enregistre, Dallas est devant dans sa série face à Minnesota. Si potentiellement Dallas venait à être en finale NBA, tu étais au niveau de ses maths. Donc tu dis que tu as vraiment grillé une cartouche, mais par exemple, le profil de Pascal Siakam, pour moi, c'est pas du tout un profil qui aurait apporté vraiment, qui aurait débloqué le jeu offensif d'OKC face à Dallas, parce que c'est pas un joueur qui apporte du volume à 3 points, là où un joueur comme Oji Anunoby, par exemple, aurait été parfait pour cet effectif. Oui, bah après, vous avez potentiellement du cap space, donc vous pourrez peut-être Oh. le récupérer, même si on n'y croit pas, hein. On va dire que le père de l'agent de Giannobi, c'est le GM des Knicks. Donc Mm. il y a peu de chances, il y a peu de chances que voilà qu'ils aient fait ce trade sans connaissance de cause et sans s'assurer qu'ils auraient les moyens de le récupérer. Donc Mm. après à voir, hein, c'est pas parce que quelque chose ne peut pas, vous pouvez pas obtenir quelque chose à la free agency que vous pourrez pas l'obtenir dans 2, 3 ans, vu que vous avez des assets pour vous acheter tout ce que vous avez besoin d'acheter potentiellement. On a du coup tu as noté du coup cet ailier de grande taille. Je sais que tu avais d'autres choses aussi par rapport aux besoins d'intersaison potentiellement. Ouais. Ouais, bah, en fait, ça devrait aller de pair avec l'ailier de grande taille, mais ça n'ira pas avec l'ailier de grande taille. C'est un troisième porteur de balle. C'est ce que j'ai expliqué. Mhm. On a vu que, comme Josh Giddey n'était pas sur le parquet, que Josh Giddey, je vous laisse aller voir son usage sur la série face à Dallas. Ouais, Dès qu'il famélique. était sur le parquet, non, justement, l'usage, dès qu'il était sur le parquet, il avait l'usage. Je crois qu'il y a le match 2, il Oui, oui, doit être à enfin, au 35. niveau du volume, c'est-à-dire que Ah, au oui, il n'y a niveau pas du volume, oui. de. Par contre, l'usage sur le parquet, il était à 35% d'usage sur le game 2. Ouais. Enfin, c'est horrible, vraiment horrible. Donc, à partir du moment où il n'est pas utilisé, eh ben, tu te retrouves avec un manque de troisième porteur de balle. En fait, au niveau des profils, encore une fois, ce serait parfait si l'ailier de grande taille pouvait être ce troisième porteur de balle. Encore une fois, déni à dire. Euh, mais si ça ne l'est pas, faut regarder du côté de la main. Si tu estimes, par exemple, je vais vous citer quelques noms, et un nom que j'avais déjà cité durant la saison pour OKC. Mais si tu estimes que Kayson Wallace, par exemple, n'est pas encore assez prêt pour être un starter d'une équipe qui joue le titre, on en parlera après quand on dira où se trouve OKC dans le projet. Moi, je pense que ce que j'ai vu de Malcolm Brogdon, que ce soit à Boston ou que ce soit à Indiana, que ce soit à Milwaukee, alors oui, il y a la problématique de blessure, mais je pense que troisième porteur de balle capable de sanctionner à 3 points off-ball et capable un petit peu de porter la balle et de suppléer potentiellement Jalen Williams sur les minutes où Shea n'est pas présent, ou alors d'être ce playmaker tertiaire ou ce porteur de balle tertiaire qui peut un petit peu soulager les deux autres en termes de volume et créer un petit peu plus de danger balle en main que ce qu'on a vu. Pour moi, c'est une piste à explorer. Je pense que le Mhm. meilleur scénario, enfin, le meilleur joueur en termes de porteur de balle tertiaire, playmaker tertiaire et capable de sanctionner sur du catch and shoot que tu pourrais mettre avec OKC, au sein du collectif d'OKC, en dehors bien sûr des Derrick White qui, voilà, on est sur du role player de Bon, gala, mais je pense qu'un joueur comme Mike Conley, par exemple, serait typiquement ce qu'il faudrait à OKC. Mais sinon, pourquoi pas un D'Anthony Melton, par exemple. On ne sait pas ce qui peut se passer oui. du côté de la free agency de Philly. Moi, c'est un joueur que je trouve intéressant, qui amène quand même des capacités défensives de grande qualité, même si au niveau de la taille, c'est un poil petit. Mais voilà, je trouve que, surtout qu'on parlera de l'aspect financier d'OKC tout à l'heure, mais contrat de Michael Brogdon, il lui reste une année. Si tu estimes voilà, que Kayson Mhm. Wallace n'est pas assez soft, enfin n'est pas assez prêt pour jouer des finales de conf en étant ton point guard titulaire, tout en te disant je veux garder des sous pour les futures extensions de Jalen Williams et de Chet Holmgren, eh bah, pourquoi pas aller chercher le Paris Brogdon, qui selon moi serait quand même un joueur très utile dans cet effectif de Casey. Ouais. Effectivement, c'est vrai que c'est un joueur qui est pas forcément discuté, qui passe en dessous des radars on mentionne votre équipe, mais effectivement qui pourrait faire sens et qui collerait bien dans cette notion de troisième porteur de balle capable de prendre les choses à son compte avec un full bench line-up potentiellement ou avec uniquement des joueurs qui sont finisseurs, hein, puisqu'il y a aussi pas mal de joueurs qui sont estampillés uniquement finisseurs dans ce roster de Casey, même si la plupart des joueurs savent passer, dribbler et shooter. Mais effectivement, globalement, il pourrait s'insérer
et soit dans le 5 majeur, ou sinon avoir quelqu'un d'autre dans le 5 majeur un peu qui joue voilà on va dire le starter de cérémonie, et on finirait les matchs avec ce fameux 5 avec Malcolm Brogdon. Effectivement, ça pourrait faire sens. De toute façon, OKC il y a les moyens d'aller le récupérer. Il y a le salary match à trouver, mais bon, OKC a du cap space, donc OKC pourra trouver une solution globalement pour si jamais ils doivent le récupérer, en tout cas, puisque Portland, on sait que Portland est vendeuse de ce joueur-là. Oui, parce que. Et on arrive, du coup, on a parlé de la notion de cap space. Oui. On a parlé ça, c'est l'autre aspect de l'intersaison, et qui est un point important pour toi, où on est la franchise dans son développement. C'est-à-dire qu'au moment où la franchise est aujourd'hui, on peut dire qu'elle est à la croisée des chemins, où on a vu ce que le groupe était capable de faire. Le groupe est assez élite avec des joueurs jeunes qui peuvent potentiellement encore continuer à se développer. Il y a une fenêtre de tir en attendant sur les 2 prochaines années, le temps que J-Dub et Chet Holmgren soient encore de leur contrat rookie et qu'il n'y ait pas le début du contrat Supermax potentiellement de Shea qui va arriver. Donc il y a une fenêtre de tir où OKC peut encore se renforcer soit en utilisant du cap space, soit en ingérant des contrats, en récupérant d'autres joueurs via trade. Et là, voilà, il va falloir faire des choix pour soit, je pense, rester compétitif très longtemps, ou sinon jouer cramer entre guillemets des assets pour devenir très compétitif, par exemple sur 2 ans avant que les contrats se terminent, et au moment de la 3e année, du coup, soit on va dire, se libérer du contrat qu'on aurait signé en utilisant des pics, ou simplement faire quelque chose d'organique et re-signer tout le monde. Oui. Alors, où en est la franchise dans son projet? Moi, elle a dépassé la croisée des chemins. C'est-à-dire que pour moi, l'objectif, là, Sam Presti, quand il débute l'intersaison, l'objectif, ça doit être je dois jouer le titre l'an prochain. Pour moi, ça doit être l'objectif, parce que honnêtement, on voit là avec le turnaround de toutes les franchises là qui sont championnes, il n'y a pas de dynastie globalement. Il y a pas de montagne insubmersible à franchir comme l'étaient les Warriors, où seuls Daryl Morey et ses Rockets ont essayé de s'y frotter. Il n'y a pas de montagne insubmersible. Donc quand tu vois comme tu l'as très bien dit, je pense que c'est malgré tout ce qui rend les playoffs du Thunder positifs, c'est que tu as vu que chez Gilgeous-Alexander pouvait être un joueur, un mal alpha qui pouvait t'emmener très loin. Ça, je pense que ça fait que globalement, ça permet de tirer malgré tout un positif des playoffs au global d'OKC. Et voilà, quand tu vois le niveau de Shai Gilgeous-Alexander, quand tu vois que tu as été first seed cette saison, je pense que pour moi, l'objectif, ça doit être absolument de jouer le titre la saison prochaine. Je suis pas du tout quelqu'un qui croit en cette théorie de Sam Presti. Ça fait encore un autre point de désaccord avec une majorité de la fanbase du Thunder du être bon longtemps. Pour moi, être la théorie un peu Boston, quoi. Ce que fait Boston, arrive à faire Boston, là, tu vois, 6 finales de conférence potentiellement, tu vois, sur 8 ans, par exemple. Oui. Mais parce que Boston a eu des cadeaux inattendus. C'est-à-dire que Boston a pu. Il y a des finales de conf sous Isaiah Thomas, et puis après sous Kyrie Irving, et puis comme tu avais Jaylen Brown et Jason Tatum sous deal rookie, tu as pu un petit peu augmenter ta fenêtre de titre et la prolonger. C'est ça. Ce qui n'arrive pas au OKC. Donc pour moi, cette théorie du être bon longtemps, c'est genre le Jazz de Gobert et Mitchell. C'était bon longtemps, mais tu as un plafond de verre que tu n'arrives pas à crever. Et il y a un autre point, encore une fois, qui est un point de désaccord. Donc pour moi, OKC doit maximiser ses assets. Et qu'est-ce que j'entends par maximiser ses assets? OKC ne doit pas avoir peur des extensions, que ce soit de Jalen Williams, de Chet Holmgren ou de Shai Gilgeous-Alexander. C'est-à-dire que là, tu as 2 ans de cap space, parce que là, OKC aura 35 millions de... Enfin, à l'heure où on parle, OKC est à peu près 35 millions de cap space cet été, sachant que, voilà, potentiellement, si tu fais un trade un trade de Josh Giddey, un trade de Kenrich Williams, tu peux monter jusqu'à 40 millions. Regardez toutes les équipes qui sont qualifiées en demi-finale de conf, elles sont pas ce cap space qu'à OKC. Soit on est dans des équipes de la seconde apron comme Boston, comme Denver, comme Minnesota. Et selon moi, c'est un avantage comparé aux autres équipes que tu dois rentabiliser. Alors, tu dois pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que pour moi, il faut trouver le juste équilibre entre
ne pas prendre en compte et dire ouais, on va prendre, justement, c'est là où je suis en désaccord, on va prendre Pascal Siakam, on va lui mettre un max sur 3 ans. Non, ça, tu peux pas le faire. Mais en même temps, tu peux pas te dire oui, mais attention, il y a les extensions qui arrivent dans 2 ans, donc faut rien toucher non plus. Pour moi, il y a un entre-deux à trouver, justement, ces petits contrats intermédiaires là, comme je l'ai dit, les Dennis Smith Jr., non, les Dorian Finney-Smith, les Deni Avdija, c'est des contrats qui sont très team-friendly, qui sont aussi largement tradables potentiellement sur les années futures. Donc voilà, c'est vers ce contrat-là un petit peu à la Grayson Allen aussi, où le contrat typiquement que touche Lou Dort sur 12, 11, 10% du cap, tu dois aller vers ce genre de profil-là. Vers la free agency, j'y crois pas trop, mais potentiellement via les trades. Et au niveau des trades, OKC avait déjà du cap space l'été dernier. Pour quelle situation il a été utilisé? Pour ingérer le contrat de Davis Bertans, pour gagner 2 spots pour drafter Cason Wallace le soir de la draft. Ça, tu peux pas faire non plus. Avaler un contrat nul pour gagner 2 spots à la draft, avec le niveau du Thunder cette saison, tu ne dois pas le faire. Si tu dois ingérer du salaire, faut ingérer pour un joueur prolifique. Enfin, pour un joueur qui peut t'apporter directement. Il y a un pick 12 aussi, parce qu'il y a trop de trucs avec OKC, mais il y a un pick 12 à la draft, parce que non pas, encore une fois, les équipes qui sont en demi-finale de conf, Sam Presti est trop friand de ces pics de draft pour le transférer, mais moi, je serais plus dans l'optique de le transférer, à voir s'il est capable de trouver, encore une fois, comme il a trouvé pour Cason Wallace l'an dernier, à savoir un joueur fiable sur la saison régulière, un joueur NBA ready, mais on verra, peut-être que ça peut arriver, mais voilà, je trouve que OKC doit avoir cette optique de on doit jouer le titre l'an prochain, doit aligner les assets, qu'ils soient financiers en termes de pic de draft pour se donner les moyens et pour combler certaines des faiblesses qu'on a vues face à Dallas. L'une des déclarations de Sam Presti, c'était on attend de voir ce que donne ce groupe en playoff sans trop y toucher, et ensuite on fera les ajustements. Bah là, c'est l'été où il faut s'ajuster. C'est assez intéressant que tu donnes cette version, cette notion de contrat entre guillemets mid à aller récupérer. Là où on peut souvent entendre dans la fanbase américaine, anglophone, en tout cas du Thunder, par exemple, cette possibilité peut-être d'aller chercher Kevin Durant, d'essayer d'envoyer par exemple 3 ans, voire 4 ans au max sur Paul George. Pour par exemple potentiellement après quand le contrat entre guillemets quand il y aura les fameuses prolongations de Chet et du coup de J-Dub, utiliser des assets futurs pour dumper ce contrat-là ailleurs et pas uniquement utiliser des assets en termes d'acquisition mais vraiment en termes de rebalancer entre guillemets, redistribuer les cartes dans le roster et faire baisser la masse salariale. Tu penses quoi de cette comment dire, de cette voie-là? Alors, je pense pas que. Déjà, je pense pas que OKC ira offrir 4 ans au max à Paul George. Tu vois, je pense que Daryl Morey le fera peut-être, mais Sam Presti va pas le faire. Ou alors, si Paul George revient à OKC en tant que free agent après ce fameux trade que tout le monde connaît, je pense que là, on est sur, je sais pas, un bras d'honneur ultime. Vraiment, c'est Paul George qui fait à Steve Ballmer, t'as pas voulu me donner le max? Eh ben, écoute, je vais retourner à l'endroit où vous m'avez tradé. Et où il a fait ses meilleures années, d'ailleurs, en tant que joueur individuel. Non, mais le retour de Kevin Durant, c'est un grand débat dans la fanbase du Thunder. Il y en a plein qui sont contre pour des raisons autres que purement de skills basketballistiques, j'ai envie de dire. Après, ça peut se comprendre. Kevin Durant, il va avoir 36 ans, il me semble. Voilà, il est plus sur la fin que sur le début. Là, ta fenêtre, elle est vraiment extrêmement réduite sur 2-3 ans maximum, on va dire, avec ce niveau-là de Kevin Durant top. Je vous laisse compléter DH20. Non, pour moi, je pense que cette équipe a quand même suffisamment de. Enfin, je suis pas sûr qu'elle ait réellement besoin d'ajouter un deuxième joueur au max pour pouvoir aller au bout. Je pense que tu as besoin de petits ajouts. Un truc que je cite souvent, c'est le quatrième titulaire, ce que devait être Josh Giddey, ce que n'est pas Josh Giddey, les Derrick White, les Aaron Gordon. Il n'y a pas ça, ok. Si, encore une fois, porteur de balle tertiaire, troisième playmaker, joueur off-ball, il n'y a pas ça, ok. Si, je pense que plus qu'un deuxième slot max, c'est vraiment ça la problématique et c'est vraiment sur ce point que Sam Presti devrait un peu plus appuyer, plus que de dire allez, on va mettre un max sur OG Anunoby, sur Pascal Siakam ou sur Paul George sur 3 ans et quand il y aura les extensions qui vont kick, potentiellement on peut aller se doper ce contrat.
Et bah oui, effectivement, je suis encore une fois, assez d'accord avec toi, même si c'est vrai que je trouve que cette option-là, enfin, l'option Paul George pourrait être intéressante puisque tu parlais de cette notion de playmaker de grande taille et troisième porteur de balle. On y est. Ah, il est On parfait. y est. Il est parfait. Voilà, on y est. On y est. Et quelque chose qui est intéressant aussi, c'est dans la notion de parfait, c'est quand l'équipe est déjà aussi bonne avec cette recette-là, c'est dur de trouver des joueurs de complément. Et il me semble que ça fait partie aussi d'un de tes points. La difficulté à trouver le profil idoine pour finaliser, entre guillemets, ce roster. Ouais, c'est en lien aussi avec ce que tu avais très bien illustré sur le podcast, enfin sur le post-mortem des Cavs et qui résume assez bien ma pensée D'Orlando. globale. Oui, d'Orlando, parce que les Cavs, ça n'a pas encore été fait. Mais ça pourrait presque marcher avec les Cavs finalement. C'est vrai, Non, non, mais c'est vrai. sur Orlando, c'est oui, tu vas chercher à compenser tes faiblesses, mais il faut pas que ça affaiblisse tes forces. Et c'est là où je suis encore en désaccord avec beaucoup de points que je peux lire. Il y a un dream scénario dont j'ai fait partie aussi pour les fans de Casey, tu vois. Ils parlent beaucoup de Kevin Durant, de Paul George, d'OG Anunoby, mais le dream scénario Oui. pour les fans de Casey, c'est Lauri Markkanen. Pour une grande majorité de la Ouais. fanbase de Casey, c'est Lauri Markkanen. Sauf Ouais. que Lauri Markkanen, On est dans les liés de grande taille, finiteur et qui shoot. Hein. Là, pour voilà, le coup, qui est un joueur respecté au niveau de son tir à 3 points, qui prend des rebonds, etc. Par contre, en termes de playmaking, en termes de lecture de jeu, eh ben, on n'est pas du tout dans le moule OKC. Et défensivement, Lauri Markkanen n'est pas un joueur qui peut faire des finales NBA défensivement. C'est pas possible. C'est un joueur qui sera systématiquement ciblé sur du mismatch hunting. Surtout si tu te retrouves à jouer une équipe comme Boston qui passe 48 minutes par match ou allez 90% de ses possessions offensives à jouer du mismatch ou à faire du mismatch hunting. Donc pour moi, ouais, il faut trouver cet équilibre entre ne pas essayer de compenser bien sûr tes faiblesses sur le spacing, sur le volume à 3 points. On n'a même pas parlé du fait par exemple que Sam Presti, il a des team options sur Isaiah Joe et sur Aaron Wiggins qui oui, pourraient oui, ne pas activer cet été comme il l'avait fait avec Lou Dort pour les prolonger un petit peu des oui. contrats de récompense pour service rendu potentiellement sur ces montants intermédiaires dont j'ai parlé, à savoir 10-11% du cap en utilisant justement Du ton cap salary space match aussi. pour faire du salary match tout à fait à la trade deadline. Euh, Après, voilà, ça c'est un point à pas négliger, mais je trouve que vraiment le profil parfait, tu vois, quand je sais pas s'il sera publié au moment où on fera au moment où ce post-mortem sera lui-même publié, mais Denver, franchement, le profil parfait qui manque n'est pas difficile à trouver. En tout cas, il est moins difficile à trouver que celui d'OKC, où vraiment cet ailier de grande taille, on est soit, comme je l'ai dit, sur des joueurs DH20, soit sur des profils qui sont très courtisés et qui peuvent coûter très vite, très cher au niveau du salary cap. Donc, j'ai un petit peu d'inquiétude sur ce côté un peu, attention quand même, parce que OKC, il y a ce côté, vous voyez, le future is bright, ça aussi, qui est un truc auquel je crois pas du tout. Future is bright, ils vont revenir plus fort. Oui, c'est clair. Après les finales 2012, OKC est revenu bien plus fort, hein, mais pourtant le futur était bright. Donc voilà, demander, enfin Tom, t'es bien placé pour en parler. Je pense que quand tu vois Memphis face aux Warriors en demi-finale de conf en 2022, si on t'avait dit il va se passer ça sur les 24 prochains mois des Grizzlies, tu n'y aurais pas cru non plus. Donc attention à ce que... Qui vont pas, qui vont pas passer qu'il y aura plus de séries de playoffs gagnées depuis. Non, non, non. Voilà. Donc, Non, j'aurais pas cru. donc Effectivement. attention au Future is Bright, qui est un truc sur lequel je crois pas trop. Donc voilà, c'est ce point qui m'inquiète un petit peu, c'est que il y a beaucoup de qualité dans cet effectif d'OKC, mais la pièce qui Ouais. manque, elle est rare, et même des joueurs que je vois passer aussi dans la fanbase du Thunder, des joueurs comme Jeremy Grant par exemple, mais qui, Jérémy Grant, effectivement, j'allais t'en parler, Jérémy Grant. ouais, mais Jeremy Grant qui pour moi n'a pas le volume au rebond et qui est un joueur qui n'est pas dans un bon rôle depuis son départ de Denver, et je suis pas sûr qu'il a envie de retourner dans le rôle qu'il avait à Denver, qui était selon moi le rôle parfait de Jeremy Grant, en tout cas dans son utilisation en attaque. Et même au niveau du contrat, on est sur un contrat assez long, on est sur plus de 20% du cap, donc ça peut handicaper les finances de Casey. Donc ouais, attention à se dire, il y a beaucoup de bonnes choses, mais selon moi, le profil qui manque, il est beaucoup plus rare pour OKC que chez d'autres équipes. Et du coup, il y a un joueur que tu n'as pas mentionné du tout et on voit son nom entre guillemets pilulé dans la fanbase du Thunder. Ousmane Dieng, Ousmane Dieng, Alors qui est ça, entre guillemets l'archétype, l'archétype en gros du joueur, enfin le joueur théorique qui ferait sens, tu vois, le fameux ailier de grande taille capable de shooter, c'est en gros c'est l'archétype
le profil de joueur qui est censé être Ousmane Dieng, qui a été, je crois qu'il était MVP de la G-League, enfin, ou des playoffs de la G-League, je crois qu'il a été MVP des playoffs de la G-League, quelque chose comme ça. Est-ce que toi, par rapport à son avenir, est-ce que tu penses qu'il faudrait lui laisser de la place pour qu'il puisse montrer? Non, Tu non. penses que le projet est trop avancé pour ça? Ah Pour ouais. faire ce type de tentative? Ah ouais, mais il est. Enfin, déjà l'an dernier était trop avancé. C'est ça toute la problématique d'Ousmane Dieng, c'est que ça aussi, c'est un point. Enfin, je m'éparpille beaucoup sur ce post-mortem, excusez-moi, mais il y a beaucoup j'ai du mal un peu à structurer. Il y a beaucoup d'idées qui me viennent en même temps. C'est que, notamment sur le cas Josh Giddey, pour moi, il doit être tradé là cet été. Oui. Là. C'est-à-dire que on n'en a pas parlé parce que pour nous, c'est sûr. Mais on sait jamais. Enfin, pour les auditeurs de Duck Hebdo qui suivent pas ce que je peux dire sur Wear Thunder ou qui suivent pas ce que je peux dire sur Twitter, pour moi, Josh Giddey doit être tradé. C'est pas possible. Ouais. C'est un bon joueur dans une équipe de merde, Josh Giddey. Je maintiens, il y a des vraies qualités chez Josh Giddey, mais la façon dont il est utilisé à OKC, balle en main, enfin justement pas balle en main, plus sa non-complémentarité avec Shai Gilgeous-Alexander en font un défaut trop impactant pour une équipe qui doit jouer le titre, et globalement son niveau global n'est pas le niveau d'un joueur dans une équipe qui va jouer le titre, et ça c'est ce que j'avais déjà expliqué lorsqu'on avait fait le podcast avec Ben sur pourquoi ils gagneront pas. Mais Ousmane Dieng, non. Après c'est tôt encore, hein, tu vois, par exemple, je sais pas si Josh Giddey, ça peut pas devenir, tu vois, un peu un joueur à la Marodome, tu vois. Bon, il a pas le coffre. Il a pas le coffre, il a pas le skill set. On verra, hein. En fait, il est jeune encore. Au-delà de, enfin, je vois beaucoup aussi de situations où on doit, même Josh Giddey en a parlé sur ses exit interviews, il doit être meilleur au shoot. Pour moi, non, il doit se renforcer physiquement. C'est-à-dire que il fait 2m03, mais en termes de coffre physique, je pense qu'il est même pas capable de créer un décalage physique quand c'est TJ McConnell qui défend sur lui. Et je pense que son incapacité... Il joue plus petit que sa taille, quoi. Ouais. Il joue vraiment plus petit que sa taille. Il y a un manque de physicalité aussi dans son jeu. Où, même si c'est un joueur grand, mais au final, comment dire? C'est ça, il joue plus petit que sa taille. Ouais. et même sans... Enfin, tu peux jouer plus petit que ta taille, mais quand même avoir une physicalité qui peut te permettre de créer des décalages. Mais pourtant, il a pas ça. Donc, ce qui fait que tout ce que doit faire Josh Giddey est compliqué parce qu'il n'y a pas de décalages qui sont créés ni via sa taille, ni via son physique. Et pour moi, c'est un point où, tu vois, il serait plus... si Josh Giddey s'étoffait un peu physiquement et que c'était un gros finisseur près du cercle, avec des gros pourcentages de réussite près du cercle, je pense que ça gommerait un peu ses défauts de shooting. Mais comme là, c'est pas un bon finisseur près du cercle, et qu'en plus, ils le respecteront pas à 3 points, et il faut être honnête. Et défensivement, c'est pas un plus non plus. Ah oui, défensivement, c'est pas un plus, mais sur le 3 points, il pourra tirer à 39% l'an prochain, qui continueront toujours pas de le respecter, les défenses adverses. Donc, moi, le tir, c'est vraiment pas une priorité. Il part de trop loin pour être réellement respecté. Et oui, et pour moi, il doit partir. Et sur Ousmane Dieng, je pense que c'est un pari que s'est lancé Sam Presti, mais que Ousmane Dieng a été largement dépassé par la progression collective de cette équipe, qui était déjà le cas l'an dernier. Après, est-ce qu'il aura sa chance l'an prochain? Sûrement. Je le vois pas trader. Est-ce que j'ai envie potentiellement de le voir échanger? Non, mais après, il faut dire quelque chose aussi, c'est que les fans d'OKC sont globalement assez romantiques. Ils sont, voilà, c'est un peu à l'image de cette équipe. Ils sont assez romantiques. Au niveau de la draft, il y en a beaucoup qui veulent drafter Cody Williams. Pourquoi ils veulent drafter Cody Williams? Parce que c'est le frère de Jalen Williams, même si le joueur pourrait apporter des qualités évidentes à OKC. Et voilà, disons que de mon côté, cette saison, cette élimination, c'est un peu la mort du romantisme chez moi en tant que supporter de mon équipe de cœur. C'est-à-dire que tu peux me mettre 15 mercenaires qui partiront tous l'année d'après. Du moment que ça gagne le titre, je m'en fous. Je veux gagner. Qu'il y ait 15 mercenaires ou que ce soit avec une équipe de romantiques qui sont tous là depuis 5 ans, je m'en fiche du moment que ça gagne. Donc, ouais, je trouve que OKC, plus que de nombreuses fanbases, parce qu'il y a vraiment une véritable affection pour cette équipe qui s'est développée, surtout cette saison. OKC est beaucoup plus dans le romantisme que d'autres fanbases, on va dire, quand bien même ces fanbases ont des équipes qui vont plus loin potentiellement en playoff que le Thunder. C'est assez intéressant ce que tu dis sur le côté des 15 meilleurs mercenaires et le côté attachement à la draft. Alors c'est vrai que vous, c'est assez particulier, notamment par rapport au projet tanking, on va dire les heures sombres entre guillemets de ces 2-3 dernières années où voilà, il y avait des live tweets sur des
du, du Moses Brown, des choses comme ça. Donc, ça rappelle un peu. J'ai live tweet à moins 73. Hein. Voilà, tu vois, tu sens ceux qui étaient là, en tout cas, à ce moment-là, tu vois, il y a cette notion-là qui est importante. Et c'est vrai que il y a l'attachement, mais tu vois, par exemple, sur la notion de mercenaire, par rapport aux Knicks, tu vois, les Knicks, au final, les fans des Knicks ont beaucoup collé à l'équipe de cette saison, mais quand tu regardes, il y a juste, quoi, dans la rotation, il y a un joueur drafté, c'est quoi, c'est juste Mitchell Robinson, il y a peut-être il y a McBride et Miles McBride, tu vois, il y a 2 joueurs draftés au final. Ouais. Et ils ont quand même collé avec l'équipe, tu vois. Tout le reste, c'est soit la free agency, soit des transferts. Ouais, mais après, Brunson et Randle, ça faisait plusieurs saisons qu'ils étaient là. Tu vois, alors que c'est vrai. Je sais pas. Vrai. Tu vois, si par exemple Brogdon, vous allez voir l'illustration en termes de niveau de joueur, il y a un vrai décalage. Mais si Brogdon il fait une Kawhi comme il a fait au Raptors, c'est-à-dire que là il lui reste 1 an de contrat, il vient au OKC est champion l'an prochain, il décide de se barrer, bah, moi je m'en fiche. Donc tu peux même avoir des joueurs d'1 an qui passent au OKC, si ça aide OKC à aller jusqu'au bout, moi je m'en fiche. Donc vraiment, je comprends qu'il y ait cet attachement et t'as envie que ton équipe aille au bout. Et encore une fois, les biais de jeunesse, voilà, c'est des joueurs que tu as draftés, c'est des joueurs que tu as vu éclore, c'est des joueurs que tu as vu grandir. Donc, tu as envie qu'ils aillent jusqu'au bout, mais peut-être que tu as des situations où s'en séparer est parfois nécessaire. Et c'est un dernier point peut-être sur ça, c'est que ce côté un petit peu moins romantique me fait dire que, tu vois, par exemple, si OKC arrive à, je sais pas, à trader pour Corey Kispert, par exemple, du côté de Washington, ailier de grande taille, gros shooter de volume à 3 points, et que tu as une demande pour Isaiah Joe qui peut potentiellement t'aider à récupérer un backup 5 plus intéressant que Jalen Williams. Idéalement, le backup 5 parfait du Thunder, c'est Naz Reid. Mais bon, Naz Reid, pour des raisons évidentes, n'est pas disponible. Malgré ses... Moi, je me dis que Naz Reid, il peut être disponible parce que les Wolves, ils ont un payroll qui est estimé pour l'instant à environ 260 millions. Ils vont pas payer ça. Hein. On rappelle que la seconde apron est à 189 millions, normalement. Donc, eux, ils sont à 260 estimés. Donc, ils vont pas payer ça. Il va falloir quand même redescendre dans la masse salariale. Donc, si potentiellement, tu peux leur proposer, en échange de ton cap space et de, je sais pas moi, 3 pics de draft peut-être, de récupérer Naz Reid, peut-être qu'ils te diront pas non. Hein, puisque voilà, ils sont aussi, ils ont un solde négatif aussi au niveau des tours de draft. Ouais, moi, si tu peux récupérer Naz Reid tous les jours, enfin, je signe tous les jours. Mais bon, il y a lui pour le coup, il y a le vrai, je pense que c'est le joueur le plus apprécié par la fanbase des Wolves de tout l'effectif. Même devant Anthony Edwards, même devant Kat, il y a un vrai truc qui s'est développé et son contrat est quand même hyper team-friendly. Donc, je me demande s'ils essaieront pas de bouger potentiellement plus un Karl Anthony Towns qui, lui, est un vrai investissement en termes de salaire plutôt que Naz Reid après avoir. Mais toujours est-il que si jamais tu arrives à faire un coup à la free agency ou en termes de draft, par exemple, si tu fais Melton à la free agency, j'y crois pas, et Corey Kispert en trade, pour moi, ça rend tout de suite les profils d'Aaron Wiggins et d'Isaiah Joe moins valuable. Donc, si tu peux renforcer ce qui te manque de tes faiblesses en utilisant ces 2 joueurs-là, peut-être à la trade deadline, hein, d'ailleurs, je dis pas que ça doit être fait, tous les moves doivent être faits à l'intersaison, mais si tu dois t'en séparer parce que tu as trouvé des joueurs qui peuvent suppléer leur qualité et du coup utiliser leur valeur marchande pour renforcer tes dernières faiblesses, moi, si ça peut me permettre de gagner, je peux le faire. Ok. Bah écoute, on va garder ça comme mot de la fin. Tu as pu être assez complet sur l'intersaison du Thunder, ce qui s'est passé durant les playoffs. En tout cas, on vous envoie aussi suivre la chaîne We Are Thunder France, hein, bien sûr, à laquelle tu participes. Et on salue aussi coach Pierre, Tom aussi qui est avec vous de temps en temps. Et puis, vous nous retrouvez incessamment sous peu pour un prochain post-mortem. On ne sait pas encore qui ce sera, on ne sait pas encore qui va sortir, mais bon, vous nous retrouverez bien assez tôt. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes de podcast. Et puis, on se dit à bientôt. Salut! Salut!